Bienvenue sur l'insoumission.fr. Aujourd'hui, on vous parle d'une lutte victorieuse dans la formation professionnelle. Le 8 décembre 2022, au détour d'une question au conseil d'administration, la direction du lycée d'Alembert à Paris 19e évoque la fermeture de la formation moniteur-monitrice, éducateur-éducatrice. Cette formation, qui ne requiert aucun diplôme à l'entrée et permet une poursuite d'études post-bac, est à ce jour la seule formation entièrement gratuite dans l'accès et dans le coût à Paris. C'est un diplôme d'État de niveau 4 qui permet à des jeunes, principalement des jeunes femmes, issus de lycées professionnels, de devenir des professionnels de l'éducation spécialisée. Après 2 ans de formation, c'est la garantie de travailler en CDI dans le secteur de la protection de l'enfance, du handicap ou de l'insertion professionnelle. Des secteurs qui sont tous en manque de professionnels formés. Aujourd'hui, il manque 50 000 postes dans les établissements du service du secteur social, médico-social et sanitaire privé non lucratif français. Et c'est un chiffre qui est amené à tripler puisqu'on parle de 150 000 postes non pourvus d'ici 2025, soit près d'un quart des emplois du secteur, selon les estimations de Pôle emploi qui parlent de besoins historiques de recrutement. L'information est confirmée aux professeurs et aux élèves le 15 décembre 2022. Le rectorat de Paris envisage la fermeture dès la rentrée de septembre 2023. Le personnel du lycée, soutenu par les sections syndicales des syndicats CNT Éducation, Sud Éducation et CGT Éducation, dénonce une attaque envers les classes populaires et particulièrement les femmes. De leur côté, les élèves décident de se mobiliser dès la rentrée de janvier avec un blocage du lycée. Et nous avons donc décidé d'accueillir des élèves et un professeur syndiqué du lycée d'Alembert pour nous parler de cette lutte victorieuse. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez commencer par un tour de table pour vous présenter votre prénom et votre âge? Est-ce que vous pouvez aussi expliquer en quoi consiste cette formation et les métiers auxquels elle prépare? Bonjour, moi c'est Tiffany, j'ai 21 ans et je suis dans cette formation pour avoir le diplôme d'État de monitrice éducatrice pour pouvoir travailler avec des personnes vulnérables. Et donc j'aimerais bien travailler dans la protection de l'enfance quand je serai diplômée. Bienvenue. Moi du coup c'est Louise, j'ai 22 ans et je suis aussi du coup en 2e année pour le diplôme de moniteur éducateur. Pareil dans la protection de l'enfance pour toi? Plus dans l'insertion pour moi. Plus dans l'insertion? Oui. D'accord. Moi, c'est Founé, j'ai 22 ans, je suis en 2e année de monitrice éducatrice et j'effectue un stage dans la protection de l'enfance et j'aimerais plus tard travailler avec des personnes en situation de handicap. Merci. Bienvenue Founé. Merci. Bonjour, moi c'est Bruno, donc je suis enseignant formateur au sein de la formation de moniteur éducateur depuis 2014 et je suis ici au titre de la CNT Éducation Paris. Puisqu'on était dans l'intersyndicale avec Sud Éducation et la CGT Éducation dans la mobilisation. Depuis quand elle date cette formation, Bruno? Alors, la formation a été créée en 2012 et peut-être préciser qu'elle a été créée justement pour répondre à des élèves qui n'avaient pas forcément de solution de poursuite d'études, notamment pour des raisons économiques. Donc c'est pour ça qu'elle est importante, notamment au niveau de la gratuité. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous avez ressenti à l'annonce de la fermeture de votre formation? Est-ce que tu veux commencer, Founé? Oui, pour ma part, j'ai ressenti une profonde tristesse parce que la formation, en tout cas pour ma part, m'a beaucoup apporté au niveau social et je voulais que d'autres élèves aient le même enseignement, les mêmes professeurs aussi. Peut-être préciser que la fermeture, elle était à partir de septembre 2023 et donc vous êtes toutes en 2e année. Oui. Donc la fermeture, elle concernait des nouvelles promotions. Vous auriez pu terminer votre formation, mais donc cette lutte que vous avez menée, en fait, c'est pour les générations futures. Oui. Exactement. Louise, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti à l'annonce de la fermeture? Eh bien moi plus personnellement j'ai ressenti un peu de l'énervement envers cette annonce parce que elle est vraiment hyper importante pour nous. Et puis, surtout pour les nouveaux arrivants qui allaient pouvoir rentrer dans la formation, et plutôt aussi décevant qu'ils ne puissent pas bénéficier de cette formation. Énervement, tristesse. Et toi, Tiffany? Et moi, de l'incompréhension, parce que c'est une formation qui fonctionne super bien et qui permet vraiment
de bénéficier d'une formation de qualité et qui permet aussi un emploi à la sortie du diplôme. Donc c'est une formation vraiment essentielle et qui vaut le coup. Donc ouais, c'était un peu incompréhensible de savoir ça. Très bien. Bruno, tu veux dire un mot? J'imagine que tu ressens quelque chose aussi. Vous ressentez quelque chose? Oui, moi j'ai ressenti assez de colère, y compris avec mes collègues, parce qu'il y a aussi des élèves du lycée qui vont dans cette formation. Donc c'était aussi une offre de formation qui disparaissait pour les élèves du lycée. Donc c'est pour ça qu'on s'est mobilisé assez vite au niveau des collègues aussi, pour dire qu'il n'était pas hors de question que cette formation ferme. Donc on va passer maintenant à l'action. Donc vous avez reçu cette annonce et vous décidez de vous mobiliser. Quand est-ce que vous en êtes arrivé à la conclusion que c'était une action de blocage qui serait le plus efficace pour empêcher la fermeture de votre formation? Vas-y, Founé. Du coup, à l'heure de l'annonce de la fermeture de la formation, on s'est concerté entre élèves et puis on a trouvé la solution du blocus. Et puis par la suite, on s'est organisé durant les vacances scolaires d'hiver pour pouvoir mettre en place le blocus. Très bien. Donc cette concertation, comment elle s'est passée, Tiffany? Alors vu que c'était pendant les vacances scolaires, du coup c'était plutôt des petites réunions dans des bars. Et voilà, où on s'est regroupés. Alors on ne pouvait pas être les 30 élèves des 2 promotions réunis, mais on était parfois une dizaine. Et on s'est regroupés plusieurs fois dans des petits bars pour organiser tout ça. D'accord, très bien. Et alors ensuite, donc vous vous êtes réunis, vous avez décidé de l'action de blocage. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite pour préparer le blocage? Eh bien, on a mis en place une pétition. On a aussi créé un flyer avec un QR code, un QR code sur lequel, du coup, on peut flasher dessus. Et du coup, c'était ce QR code-là qui envoyait directement sur le compte Instagram. Non. D'accord. Qu'est-ce que j'ai dit? Un compte Instagram, Du lycée. Une pétition en ligne. Oui. Ça, c'est tout ça pendant les vacances. Pendant les Voilà. vacances. Est-ce que vous avez fait d'autres choses pour préparer la rentrée? On a réalisé des pancartes aussi pour pouvoir faire passer le message de pourquoi la formation allait fermer. Et puis, je pense que c'est tout. Okay. On s'est un peu aussi organisé pour savoir qui ramenait quoi les jours des blocus, type thermos de café, de thé, etc. Les pancartes, une petite table. On avait des petites choses à ramener comme ça pour qu'on n'arrive pas sans rien et que ça se passe plutôt bien. Et vous, Bruno, en tant que personnel syndiqué, donc vous êtes opposé fermement à la décision de fermeture de cette formation, vous l'avez dit. Comment avez-vous réagi en apprenant la décision des élèves d'organiser ce blocage? Alors, moi, quand les élèves me l'ont dit, moi je leur ai dit que ça leur appartenait aussi mais par contre, on s'est dit que nous, en tant que personnel du lycée, il fallait qu'on soit présent. Notamment parce qu'on sait que sur les blocages, les forces de police peuvent aussi intervenir et parfois de manière assez virulente, ce qui n'a pas été le cas là. À noter quand même, puisqu'on est sur la chaîne de l'insoumission.fr, que Sarah Legrain est passée, la députée de circonscription, est passée dès le premier matin du blocus, et ça a aussi pas mal aidé d'avoir l'écharpe bleu-blanc-rouge, ça permet quand même toujours de réfléchir avant d'appeler la police, parce que il y avait aussi du monde autour, il y avait quelques parents qui étaient là, de certains élèves, il y avait aussi quelqu'un de la LDH qui était là pour regarder qu'il n'y ait pas de violence policière au cas où, et puis d'autres adultes qu'on a pu informer le matin même, parce qu'on est aussi en lien avec d'autres lycées professionnels notamment, par rapport aux fermetures des lycées qui ont été annoncées il y a quelques mois aussi à Paris. D'accord. Qui est-ce qui les a prévenus, ces adultes? Alors là, c'est moi, par exemple, alors ceux du lycée, ils l'ont vu le matin parce qu'il y a des collègues qui ne sont pas rentrés, qui avaient cours et qui ne sont pas rentrés, pour rester en soutien aux élèves. Et après, on a tous fait marcher nos réseaux perso. Par exemple, pour ne citer que Sarah Legrain, c'est dans un rassemblement précédent où j'ai rencontré un des camarades de la France Insoumise, avec qui on a resté en lien, fait partie des réseaux qu'on tisse et qui sont importants. Et là, on a vu que c'était important de faire appel à tout le monde, sans se préoccuper de quelle boutique on est, que ce soit syndical ou politique, et c'était important. Alors, on passe maintenant au jour J, c'est le 3 janvier,
c'est bien ça? Ouais, le jour de la rentrée Ouais. scolaire. Le jour de la rentrée, puisque le lundi était le 2 janvier, donc Ouais. le 3 janvier, vous vous retrouvez. Comment ça se passe? Est-ce que tu veux, Tiffany, nous raconter un peu? Alors déjà, nous sommes arrivés à 8h30 pour commencer à bloquer pour les entrées à 9h. Parce que dans ce lycée-là, il y a des entrées d'élèves à 8h et à 9h. Mais vu que la plupart des élèves des deux promotions de cette formation habitent en Île-de-France, donc certains ont plus d'1 heure de transport. Et donc du coup, arriver à 7h30, c'était pas possible, on allait se retrouver à peu. Donc on a commencé à 8h30 et on a installé nos pancartes, etc. On s'est mis de suite devant les portes. Et les premiers élèves qui arrivaient et qui nous demandaient pourquoi on était là, on leur a de suite expliqué que notre formation allait fermer, donc on était là pour contester et qu'on faisait un blocus aujourd'hui. Et donc ils n'allaient pas rentrer dans cet établissement. Donc, vous arrivez à 8h30, vous commencez à bloquer le lycée. Donc, peut-être préciser, il y a combien d'élèves dans ce lycée, en tout? Entre 700 et 800 élèves. Donc, il y a entre 700 et 800 élèves qui peuvent être concernés. Comment ça se passe quand les gens arrivent? Quelle est leur réaction? Est-ce que vous avez fait face à des imprévus? Comment vous avez géré? Founé. Les lycéens, ils étaient plutôt choqués de voir qu'il y a un blocus. Mais par la suite, en fait, nous, notre initiative, c'était d'aller les voir, de discuter avec eux, de leur expliquer de pourquoi il y avait une lutte et pourquoi la formation allait fermer, parce que c'était très important de leur signifier ça. Et aussi faire signer la pétition, parce que c'était super important que la pétition puisse avancer. Alors, Bruno, quel est le rôle d'un professeur qui soutient des élèves? Est-ce qu'on doit rester le plus distant possible pour éviter de les influencer par nos valeurs, notre vision du monde? Ou est-ce qu'une partie de la mission d'enseignement, ça peut être d'accompagner ces élèves dans la formation d'un collectif pour faire entendre sa voix et respecter ses droits? Au moment du blocage, en tout cas, mon rôle et celui des autres personnes qui étaient présents était quand même un peu différent, puisque le blocage, c'est un blocage d'élèves. Et puis nous, on a quand même été là pour discuter. Voilà, c'est arrivé qu'elle puisse nous poser des questions aussi sur est-ce que ça, c'est problématique de faire ça. Donc là, on a aussi un rôle à la fois d'enseignant, mais pour certains d'entre nous, de militants, pour qu'il n'y ait pas de prise de risque non plus inconsidérée. Et je crois que ce qui a été, nous, très chouette et que beaucoup de collègues ont noté, c'est qu'il y avait une vraie préparation de leur part en termes de communication. Voilà. Et je crois que c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. C'est qu'elles avaient un tract à donner, à informer, ce que disait Tiffany, voilà, avec des moyens qui ne sont pas les miens, de scanner un QR code pour avoir accès à l'Instagram et avec des infos. Voilà, c'est aussi des moyens assez chouettes et ça permet aussi de s'affêtir avec les gens parce que parfois les blocages ne sont pas toujours bien compris parce que il y a un côté un peu spontané, les autres élèves ne savent pas toujours pourquoi c'est, ou ils s'y mettent sans trop savoir pourquoi. Puis elles savaient pourquoi elles défendaient leur formation. Donc ça a quand même, pour moi, simplifié la tâche pour elles dans ce qu'elles avaient raconté aux autres élèves. Merci. Donc, dès la fin de la matinée du premier blocage, c'est ce qu'on peut lire sur votre Instagram qui est très précis, le rectorat vous contacte et vous propose de vous recevoir. C'est bien ça? C'est ça. Comment est-ce que vous avez réagi? C'était déjà le début d'une petite victoire, de se dire qu'on allait pouvoir être entendu et reçu. Donc, c'était plutôt une matinée positive. Voilà. Donc, vous apprenez cette nouvelle-là. Comment vous réagissez? Vous vous réunissez? Comment vous décidez de la suite à donner? Est-ce qu'on y va? Quand est-ce qu'on y va? Comment vous organisez concrètement face à un appel d'une autorité comme le rectorat? Donc du coup, à la fin de la journée, on s'est réunis avec les élèves de deuxième année. On s'est concerté sur ce qu'on pouvait dire au rectorat et comment aller s'organiser les prochaines journées aussi de blocage. Et alors, qu'est-ce que vous avez répondu au rectorat? Eh bien, il me semble qu'on a proposé du coup un jour, à une date, et une heure. Je ne sais pas si une heure, vraiment, on a proposé une heure ou pas. Et bah, du coup, on a attendu leur validation si on pouvait du coup se voir au
au rectorat. Vous recevez cette réponse du rectorat, vous calez une date, vous avez réussi votre première journée de mobilisation, donc on a dit, vous avez été soutenu par des parents, des professeurs, même une députée. Les élèves au début sont un peu étonnés de voir leur lycée bloqué le premier jour, on peut imaginer. Vous arrivez à les convaincre parce que vous avez préparé des tracts, vous avez une pétition, donc vous arrivez à expliquer les raisons et à emporter en tout cas une compréhension. Quand et comment est-ce que vous avez décidé de retourner bloquer le lendemain ? Puisque donc, vous avez bloqué, vous vous êtes pas arrêté au mardi 3, vous avez poursuivi ensuite. Oui. Comment est venue la décision qu'il fallait continuer malgré l'appel du rectorat ? Je pense qu'en fait, que le fait qu'on ait une réponse du rendez-vous avec le rectorat, c'était pas assez pour nous. Enfin, tout ce qu'on voulait, en gros, c'était vraiment que la formation ne ferme pas pour les prochaines années. Le mardi 3, du coup, le rectorat était prêt à nous recevoir, mais la date qu'il nous avait donnée ne nous convenait pas, on ne pouvait pas y aller. Du coup, nous avions proposé un rendez-vous pour le jeudi. Et donc, à la fin de la journée du mardi, on n'avait toujours pas la réponse, si c'était OK ou pas, d'avoir un rendez-vous avec eux le jeudi. C'est pour ça qu'on a décidé de continuer le mercredi. Pour être sûr d'avoir une réponse, Exactement. Vous avez continué à bloquer. C'est quoi les principales difficultés qu'on a quand on bloque un lycée donc, de 600-700 personnes, où donc, vous êtes 30 personnes concernées par cette formation-là. C'est quoi les difficultés auxquelles on doit faire face et comment vous y avez fait face ? On a déjà évoqué un peu les relations avec les élèves, peut-être avec des parents, des professeurs, la police. C'est quoi les difficultés auxquelles vous avez été confrontés ? Alors, on a eu déjà des difficultés au sein de notre groupe, avec la première promo et la deuxième promotion. Avant même de commencer le blocus, niveau organisation, il y avait certaines personnes de nos promotions qui étaient inactifs sur le groupe WhatsApp, par rapport à nos réunions café, etc. Et donc, certains n'étaient pas là sur nos jours de blocus. Donc, on était moins de 30, et parfois, ça posait des difficultés parce qu'il y a 2 portes à l'entrée de ce lycée et aussi un portail qui est assez grand. Donc quand on fait un blocus, plus l'on est et mieux c'est. Donc voilà. Et d'autres difficultés, forcément c'est un lycée, donc il y a toujours des élèves qui vont essayer de passer coûte que coûte et qui vont commencer à s'énerver, etc. Des professeurs aussi. On a eu 2 professeurs qui voulaient passer aussi à tout prix et qui ont été beaucoup plus durs que des élèves mineurs. D'accord. Et comment vous avez réagi ? Alors, on essaye toujours de rester dans le calme le plus possible, toujours d'essayer d'expliquer pourquoi on fait ça, qu'on n'est pas là pour s'amuser, mais qu'on défend vraiment une cause qui vaut le coup. Et aussi, on était accompagnés de nos formateurs et d'autres enseignants de ce lycée qui étaient là pour nous soutenir. Et donc ça, c'était super important parce que dans ces cas-là, ils sont vraiment là pour prendre la main aussi. Et ça nous a beaucoup aidés. Oui, comment vous avez pu participer à débloquer des situations tendues avec d'autres professeurs, par exemple ? Alors, sur les situations avec les professeurs, on n'est pas tant intervenu que ça. Ça, je crois qu'elles ont pas mal géré toutes seules. Moi, je sais que je suis intervenu sur la police quand elle est arrivée. Voilà, je suis allé au-devant pour aller leur parler tout de suite. Parce qu'en plus, il y a eu un quiproquo le premier jour où il y a plusieurs voitures qui sont arrivées. En fait, ce n'était pas du tout lié au blocage en tant que tel. Mais c'était une des conséquences du blocage, c'est qu'on a un hôpital en face du lycée et des élèves étaient rentrés dans le souterrain de l'hôpital. Voilà, donc, du coup, l'hôpital a appelé la police et donc on a vu beaucoup de voitures de police arriver. Donc, on se demandait ce qui se passait. Et là, voilà, on est 2 ou 3 collègues à être allés au-devant de la police pour leur demander, y compris c'est un collègue qui est allé demander aux élèves de sortir pour être sûr que ça ne dégénère pas dans le parking et que ça mette en péril l'action qui était menée par les élèves devant le lycée. Donc, on arrive à la fin du 3e jour donc de blocage avec la réunion au rectorat. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Louise, vous voulez nous dire ? En gros, du coup, on a rencontré la proviseure et 2 directeurs académiques. Et c'est là qu'on a appris, en gros, que c'est la proviseure qui a décidé de fermer notre formation en contrepartie pour ouvrir un BTS SP3S qui est dans le social aussi.
Mais cette formation, du coup, n'a pas été acceptée pour l'ouverture. Mais en contrepartie, ils ont quand même décidé de garder notre formation en fermeture. Tiffany, tu étais présente aussi à ce rendez-vous avec le rectorat. Ouais. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose ? Je veux juste rajouter que du coup, la première et deuxième promotion de la formation, on s'est réunis le matin. Et pour avoir un peu l'avis de tout le monde, s'il y avait des choses à remonter en particulier pendant notre réunion au rectorat, sachant qu'on était 2 de première année et 2 de deuxième année. D'accord. Et en sortant de la réunion, quel sentiment vous avez sur la suite des événements ? Alors, ils nous ont dit qu'on devait avoir une réponse le 24 janvier. Donc ils vous disent On avait rendez-vous pas le 24 vraiment, janvier, pas c'est de... On savait pas si c'était plus oui ou plus non, en fait. On était mitigés dans le... Et avec quelque chose Oui. d'écrit ? Non ? Alors, À la sortie de la réunion. non, il n'y avait rien D'accord. d'écrit. Ouais. Juste préciser une chose sur la délégation. Louise a raison, il y avait 2 enseignants de la formation, 2 enseignants mais en fait la délégation elle n'était pas pensée comme ça. Il y avait bien 4 élèves de première et deuxième année et on était nous une délégation syndicale des 3 syndicats qu'on a cités au départ, la CGT Éducation, Sud Éducation, CNT Éducation, plus une collègue de la formation. Moi, par exemple, j'étais au titre de mon syndicat, pas au titre de la formation. Donc ça, c'était aussi important pour nous d'avoir aussi une présence syndicale dans la délégation. Et après le rendez-vous, on s'est dit qu'il y avait quand même une ouverture, parce que pour avoir fait d'autres délégations, c'était une des premières fois où j'avais le sentiment, tout en se disant on ne sait jamais ce qui peut advenir, mais qu'ils étaient quand même à l'écoute de ce qu'on avait à leur dire et ce que les élèves avaient à dire sur la formation. Voilà. Donc on avait senti qu'il y avait quand même une écoute, y compris presque des arguments à donner de notre côté pour dire aux collègues qui siègent dans les commissions, voilà, il y a ça à défendre pour que la formation reste ouverte. Vendredi 6 janvier, vous reprenez encore une fois le blocage. Et moins d'1 heure après le début du blocage, la décision tombe. Vous êtes informé par la proviseure du lycée que le rectorat renonce à la fermeture. Enfin, le rectorat ou elle, on ne sait plus bien puisque finalement la décision venait d'elle. En tout cas, le maintien de la formation est obtenu. Il y aura bien une nouvelle session de recrutement à partir de septembre 2023. Quelle garantie avez-vous attendue avant de lever le blocage ? Oui, vas-y. En fait, pour ma part, tous les autres jours qui suivaient les blocages, il y avait des élèves qui ont pu rentrer dans le lycée. Et quand on est arrivé le 6 janvier à 7h, on a fait en sorte qu'aucun élève ne rentre dans le lycée. Et je pense que ça aussi, ça a pu jouer dans le maintien de l'ouverture de la formation. D'accord, donc vous bloquez totalement, vous arrivez plus tôt que d'habitude, vous avez expliqué que c'était très compliqué, donc vous prenez le premier RER pour celles qui habitent loin, vous arrivez à bloquer totalement et donc vous avez la réponse de la victoire à l'oral. Est-ce que vous avez reçu une trace écrite de cette... Oui, parce qu'on l'a demandé. D'accord. Quand la proviseure nous l'a annoncé, on a de suite demandé une trace écrite et elle a envoyé un mail. Et ce mail, elle nous l'a imprimé en plusieurs exemplaires. C'était un mail d'une phrase. Et alors, quel sentiment vous avez ressenti à l'annonce de cette victoire ? Louise, tu veux commencer ? Un grand soulagement pour nous qui avons fait le blocus et aussi pour les autres qui pourront venir faire cette formation. C'était vraiment... Founé ? Moi aussi, ça a été un énorme soulagement, sachant que j'habite à 1 heure du lycée d'Alembert. Et je pense que ça nous a réunis aussi, ça a créé plus de liens entre nous et je trouve que ça aussi c'est important. Et je pense que partager aussi, ça a montré le métier de moniteur aussi éducateur aux personnes du lycée. Et je pense que c'est ça le plus important. Ah oui, vous êtes en fait appuyé sur vos compétences quelque part pour créer cette ambiance et pour emmener les élèves donc plus jeunes que vous. À vous suivre, à vous comprendre, etc. Et même grâce à la lutte, il y a des élèves du lycée qui ont été intéressés par la formation de moniteur éducateur qu'ils ne connaissaient pas du tout auparavant, en fait. Et ça, je trouve que c'est un plus aussi qu'on a apporté. Et je tiens à ajouter aussi que, pour ma part, c'était la première lutte que j'ai pu faire. Auparavant, je n'avais jamais manifesté, ni fait de blocage. Et je trouve que ça aussi, c'est une première et c'est important. Vous voulez rajouter quelque chose sur les sentiments que vous avez ressentis à l'annonce de la victoire ou sur ce que ça vous a appris ? On était vraiment, vraiment hyper tous contents. Enfin, la preuve, sur la photo là,
sorti les fumigènes. Vraiment, c'était vraiment, comme j'ai dit, un gros soulagement. Puis, comme disait Founé aussi, ça nous a vraiment tous unis, que ce soit avec les ME1 et ME2, ou même nous, toute la classe de ME2, ça nous a vraiment unifié, cette lutte. Alors Bruno, on l'a dit, vous êtes syndiqué, votre rôle c'est donc de défendre vos collègues et votre travail. En ce moment, dans les lycées professionnels, il y a une attaque massive contre cette formation, contre cette voie. Pouvez-vous nous faire un point sur la situation? Qui décide de cette attaque contre les lycées professionnels? Qui mène cette offensive contre la jeunesse populaire? Et comment s'organise la résistance? Alors, si je peux, avant de revenir sur la fin de la lutte de la formation moniteur éducateur et monitrice éducatrice, il y a, et on le voit sur les photos d'ailleurs qui sont derrière nous, il y a quelque chose qui a été vraiment très chouette aussi, c'est que c'était joyeux. C'était joyeux, elles ont aussi dansé, elles ont beaucoup pris la parole, donc il y avait vraiment du lien et du coup c'est resté vivant. C'est resté vivant. Elles avaient un vrai désir d'être là et ça a beaucoup aidé aussi. Ça a beaucoup aidé à ce que ça tienne. Et à leur donner envie d'être là et de mener cette lutte. Et moi, je trouve ça chouette, ce que dit Founé, qu'une première lutte soit victorieuse. Parce qu'on a quand même beaucoup de luttes aussi qui sont... Voilà, ça fait quand même des années qu'on perd beaucoup de luttes aussi. Et de démarrer en plus, c'était un peu pour les vœux de la nouvelle année, de démarrer avec une victoire, je trouvais ça aussi très chouette. C'est un bon début pour 2023. C'est ça. Et puis ça va, il y a besoin. Et par rapport au lycée professionnel, donc là, c'est intérieur, même si on pense, nous, que la fermeture de la formation fait partie du schéma de réorganisation des formations professionnelles. C'est un peu ce qui nous a été dit au rectorat, d'ailleurs, puisqu'on nous invitait quand même grandement à penser notre formation du côté de l'apprentissage et plus du côté du lycée en formation initiale. Donc, pour le dire rapidement, donner la main aux employeurs sur la formation et nous on est un peu en plus, mais c'est l'employeur qui prend la main et ça correspond pas toujours aux élèves ou en tout cas aux professionnels en formation qui viennent dans notre formation. Et donc si je dis ça, c'est parce que la réforme de la voie professionnelle, c'est vraiment cette idée là que la partie formation générale du lycée passe au second plan et que notamment il y a une augmentation prévue de 50% des stages, même si pour l'instant la ministre du Travail et le ministre de l'Éducation nationale ont un peu reculé, parce qu'y compris dans la mise en œuvre, c'est quand même compliqué. Et par rapport à ça, on a aussi en parallèle une fermeture pour la rentrée prochaine de 6 lycées professionnels à Paris, ce qui est du jamais vu. Et c'est d'une violence je crois qu'on avait pensé plein de choses, mais on n'avait pas pensé que la violence pouvait être à ce niveau-là. Parce que c'est quand même plus de 180 collègues qui, à la rentrée, n'ont plus leur poste dans leur lycée, dans lequel, pour certains, enseignent depuis 20 ans. Et donc, il y a une vraie, comme tu le disais, une vraie attaque des classes populaires. Des classes populaires où, parfois, parce qu'il y a au lycée un lycée général qui ferme, de ce qui se fait un peu différemment. Et l'idée d'avoir un peu des lycées-usines où il y a beaucoup de monde et puis voilà, le tri se fait. Et je crois que, et ça on est à peu près tous d'accord, quand je dis on, c'est au niveau de l'intersyndicale Paris qui lutte contre les lycées pro, c'est que c'est une vraie promotion du privé. Et d'ailleurs, on voit que les budgets du privé sont en train d'augmenter pendant que les budgets pour l'école publique sont en train de baisser. C'est la même logique à l'hôpital. Pour bien se soigner, on dit aux gens, allez dans le privé, allez en clinique. L'hôpital, ça reste pour les plus pauvres quand il n'y a vraiment plus rien. Voilà. On veut bien vous recevoir, on ne sait pas trop comment on va vous soigner parce qu'il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'infirmières, mais on peut quand même vous accueillir. Et je crains que le lycée, en tout cas professionnel, pour celui que je connais, soit en train de prendre la même voie aujourd'hui. D'accord. Et comment s'organise la résistance contre ces fermetures de lycées ? Alors, ce qui est assez chouette dans la résistance par rapport à la fermeture du lycée, c'est que face à l'adversité, on arrive à être unis. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Et je crois que même au niveau intersyndical, il se passe des choses qui ne se passent pas toujours, où parfois chacun a envie de dire qu'il pense un peu différemment, qu'il ne défend pas tout à fait la même chose. Et là, il y a une vraie unité syndicale, comme on l'a sur les retraites aujourd'hui, pour s'opposer à la fermeture des lycées pro, parce qu'il n'y a pas d'argument, à part l'argument économique, et du coup un argument capitaliste, de rentabiliser l'enseignement, qui devient une marchandise comme une autre. Voilà. Il faut... D'ailleurs,
la région, parce que c'est une codécision de la région et du rectorat de Paris, assume tout à fait de dire qu'il fait des économies. Il fait des économies, sans dire non plus qu'il fait des plus-values sur du bâti qui peut coûter cher et qui peut rapporter beaucoup à la revente quand les formations auront disparu en son sein. On va finir avec un mot des lutteuses victorieuses. Quels ont été les ingrédients pour vous, les choses qui vous ont marqué, qui selon vous ont permis d'obtenir cette victoire et donc le maintien, on le rappelle, de la formation moniteur, monitrice, éducateur, éducatrice au lycée d'Alembert à Paris 19e? Alors, pour ma part, je pense qu'on a réussi à avoir un blocus de qualité et que tout se passe bien parce qu'en deuxième année, par exemple, on a eu déjà plus d'1 an pour apprendre à se connaître. Et donc, on avait déjà créé un lien dans la classe. Et donc, on savait qu'il y avait certaines personnes avec qui ils allaient s'échauffer assez facilement et d'autres qui allaient être là plus pour tempérer, d'autres qui allaient avoir une facilité pour parler au micro, etc. Et donc, c'est tout ça qui a fait qu'on a une bonne cohésion d'équipe. D'accord, donc vous vous connaissiez bien, vous saviez les forces et les faiblesses de chacun, voilà. Et vous êtes répartis en fonction de qui serait le plus efficace. Exactement. Est-ce que vous voulez rajouter qu'est-ce qui t'a marqué? Ça peut être un peu la même chose, si c'est la même chose, c'est bien aussi. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu obtenir cette victoire? Comme Tiffany l'a rappelé, je pense que c'est l'esprit d'équipe aussi. Et ce qui nous réunit tous dans la formation, c'est aussi le métier qu'on veut faire plus tard, le métier de moniteur-éducateur. Et donc, même pour ça aussi, c'est une lutte. Donc, voilà. Je sais pas. Et je pense aussi que toute notre organisation en amont a fait aussi une bonne partie de ce blocus victorieux. D'accord, donc la pétition, les réseaux sociaux, les réunions dans les cafés, le groupe WhatsApp, c'est toute cette préparation en amont qui fait que le jour J, quand on arrive, ça se passe bien. C'est ça. Et puis le soutien des adultes, on l'a dit aussi, dans plusieurs situations, ça a été utile. Pour terminer, j'aimerais bien que vous puissiez faire donc vous avez vos caméras qui sont ici. Si vous pouvez faire un petit message donc on l'a dit, il y a d'autres lycées qui sont en train de fermer, donc d'autres personnels qui vont perdre leur poste, mais aussi évidemment d'autres élèves qui vont voir leur formation s'arrêter, donc pas forcément être jetés dehors, mais soit être bougés de lycée, soit être les derniers de leur formation. Est-ce que vous pouvez on peut finir avec un petit mot que vous leur adressez chacun? Eh bien, surtout, faut pas lâcher vos convictions. Faut se battre, coûte que coûte. Je tenais à vous dire de jamais lâcher vos projets, de continuer et de vous battre. Et je pense que même si votre projet n'aboutit à rien, c'est toujours important de se battre. Et voilà. S'il y a de l'injustice qui vous touche et qui vous impacte personnellement, vous êtes en droit de lutter contre ça et que c'est primordial et qu'il faut agir et qu'on ne peut pas juste se plaindre sans agir. Et qu'il faut lutter, même si la réponse ne sera pas favorable forcément, comme beaucoup d'autres luttes, mais il faut tout donner quand même. Merci d'être venu partager cette lutte victorieuse avec l'insoumission. Félicitations pour votre détermination. C'est un baume au cœur, c'est une belle ambiance pour 2023, un beau début. On espère que les prochaines luttes qui arrivent, notamment pour la réforme des retraites, soient aussi déterminées, aussi joyeuses et aussi efficaces que la vôtre. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Continuez à parler autour de vous de l'insoumission, le média des luttes. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous sur nos réseaux sociaux pour suivre tous nos entretiens vidéo et pour recevoir les notifications de tous nos articles. Merci beaucoup. Au revoir.